Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de chirurgie esthétique en Algérie. L'intérêt pour la chirurgie esthétique affiche un engouement sans précédent, une demande de plus en plus croissante. Les femmes comme les hommes ont de moins en moins peur de sauter le pas malgré les tabous religieux et socio-culturels. De la simple liposuction à la greffe de cheveux ou encore à la rhinoplastie, pour ne citer que ces quelques prestations. Phénomène de mode ou véritable tournant dans le domaine esthétique? L'Algérie est-elle capable de devenir une destination phare du tourisme esthétique? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec notre invité, Dr Lamine Bouzid, chirurgien plastique. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci à vous d'être venu. Alors, les Algériens découvrent de plus en plus la magie du bistouri. Bon, chose impensable, ça fait une quinzaine d'années de cela. Comment vous expliquez ce phénomène ? C'est effectivement un phénomène qui prend de l'ampleur en Algérie ces dernières années. Et il s'explique par l'ouverture de l'Algérien sur le monde extérieur. On voit de plus en plus que c'est possible, que ça existe, que ça se fait. On sait que ça existe en Algérie, que ça se fait de mieux en mieux, de plus en plus. On sait que c'est un phénomène qui est plus ou moins accessible financièrement en Algérie par rapport à l'étranger, à d'autres pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à attirer une clientèle étrangère. Et les tabous culturels et religieux tombent un peu les uns après les autres. Graduellement. Exactement. C'est quelque chose de plus facile à accepter en fonction des milieux sociaux, en fonction des classes socio-économiques. C'est soit quelque chose qu'on fait pour soi en cachette, ou pour son mari, ou pour soi-même, ou dans certains milieux, quelque chose dont on est très fier, qu'on peut arborer comme un bijou, comme une nouvelle voiture, comme un nouveau téléphone. On peut montrer de nouvelles lèvres, un nouveau-né. Et vous sentez que qu'il y a des gens qui veulent le montrer? Oui, il y a des personnes qui le font clairement pour que ce soit vu. Peut-être ça dépend de quelle classe sociale aussi. Exactement, voilà. En général, c'est des jeunes filles issues d'un milieu assez aisé qui font des choses qu'on ne cache pas du tout. D'accord. Voilà, dont on est même très fier. Oui. On le montre comme on aurait acheté une belle montre, un complètement, beau téléphone. Ouais, c'est fou. C'est fou l'évolution des mentalités. Exactement, et puis il y en a qui le font pour elles-mêmes, quand c'est vraiment de la chirurgie esthétique, pour un conjoint, Il y a d'ailleurs un phénomène que je ne vois qu'en Algérie, qu'à mon avis n'existe pas beaucoup ailleurs, c'est la chirurgie esthétique des jeunes mariés avant leur mariage, des sortes de petits cadeaux pour leur futur conjoint, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Oui, c'est impressionnant ça. Oui, moi je trouve ça c'est très touchant. Oui, c'est-à-dire on voit apparaître de nouvelles habitudes. Bon, bien sûr, on explique bien. Comme on faisait avant une belle coiffure, on peut faire une augmentation mammaire, une petite liposuction, pour faire plaisir à son futur époux. Alors, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'est les hommes où vous avez vu le plus ce phénomène? On opère beaucoup plus de femmes en chirurgie esthétique que d'hommes. Dans le monde entier et en Algérie aussi. D'accord, oui. Bon, en général, c'est un peu plus connu, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Peut-être les hommes se cachent un petit peu. Une grande majorité. On opère des hommes. C'est des demandes très particulières, souvent réparatrices plus qu'esthétiques, mais on fait de la chirurgie esthétique, c'est des hommes. On fait de la rhinoplastie, on fait des liposuctions. Les greffes de cheveux? Les greffes de cheveux, c'est principalement les hommes. Ça. Voilà. D'accord, très bien. Et quelles sont justement toutes les prestations que vous proposez? Alors, à la clinique, on travaille, on travaille à deux équipes. On a une équipe qui fait la chirurgie du corps et de la silhouette, et on a une équipe qui travaille sur la tête et le cou. Donc, à nous deux, on fait à peu près tout avec le docteur. C'est-à-dire liposuction. La chirurgie la plus pratiquée sur le corps, c'est la liposuction, la lipoaspiration, effectivement. La chirurgie la plus pratiquée sur le visage, c'est la rhinoplastie.
D'accord, ok. Voilà. Et puis vient les liftings, effectivement, les paupières, les blépharoplasties, la chirurgie des oreilles, du cou, principalement du rajeunissement. Pour le corps, le plus important, c'est la liposuction. Dernièrement, on fait beaucoup ce qu'on appelle le lipofilling, c'est la lipostructure, c'est-à-dire retirer de la graisse dans des endroits où on n'en a pas vraiment besoin, où on n'en veut pas, et puis l'injecter dans des endroits où on souhaiterait avoir des augmentations de volume. D'accord, ok. Et on a tendance un petit peu à diaboliser la chirurgie esthétique, alors qu'il y a la chirurgie réparatrice pour les bébés, pour les personnes. Si on veut parler très scientifiquement et très rapidement, il y a la branche s'appelle la chirurgie plastique. Dans la chirurgie plastique, il y a la chirurgie réparatrice, où on répare des défauts ou des malformations qui sont soit atteints de façon congénitale, on est avec une fente labiopalatine, une malformation, etc. Ou des dégâts qui sont des séquelles d'accidents, de traumatismes, de brûlures, etc. Et puis il y a la chirurgie esthétique où c'est de l'embellissement, où on peut être amené à corriger un défaut, mais qui n'est pas comme une rhinoplastie par exemple. Oui, c'est... Voilà. C'est plus souvent de la chirurgie esthétique que réparatrice. Comme ça peut être de la chirurgie ORL. Peut avoir un nez dévié, une septoplastie, quelqu'un qui respire mal, et ça peut juste être... Les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil aussi. Par exemple. Oui, parce qu'on a fait une émission sur la déviation de la cloison nasale, on fait des rhinoplasties, ça s'appelle plus une septoplastie, mais ça rentre dans le même cadre. Et là, c'est plus du tout esthétique. Même si on peut allier l'utile à l'agréable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, on se dit, la chirurgie esthétique, c'est vrai qu'elle a la mauvaise presse, faut pas se leurrer. D'ailleurs, même quand j'ai fait des recherches sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vraiment, on sent directement les jugements. Ça dépend. Après, bien sûr. Ça dépend des gens. Vous savez, quand on voit l'engouement sur les cliniques, les listes d'attente en consultation. Oui, on se dit que c'est un petit peu d'hypocrisie. Exactement. Voilà. Exactement. C'est encore difficile de le dire, mais. D'assumer. Voilà, puis ça dépend des forums. Quand c'est des forums où il y a des patients, on parle de ce qu'on a fait, de ce qui est bien, ce qui est pas bien, des bons et des mauvais médecins, des bonnes et des mauvaises expériences. Je pense pas qu'elle est aussi mauvaise presse qu'il y a quelques années. Oui, c'est vrai que maintenant, ça va. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Bien sûr, tout à fait. Et quelle est la différence entre médecine esthétique et chirurgie esthétique ? Alors, la médecine esthétique, c'est tout ce qui est injection. Tout ce qui est laser, tout ce qui est exactement les lasers, les LED, les lampes, le botox, l'acide hyaluronique, les fillers, c'est-à-dire les changements, les augmentations de volume dans un visage par exemple, mais sans utiliser de bistouri, pour reprendre votre terme. Voilà, il n'y a pas de chirurgie. Il n'y a pas d'anesthésie générale. Généralement, non. Il n'y a pas d'anesthésie générale en médecine esthétique. Quand on fait un botox, ça se fait sous une bien sûr, ça c'est médecine locale, esthétique. Un filler, etc. En chirurgie esthétique, il y a les deux. Il y a de petites interventions qu'on peut parfaitement faire sous anesthésie locale. Il y a des interventions plus importantes qu'on peut aussi faire sous anesthésie locale. On peut parfaitement faire une liposuction sous anesthésie locale. Si c'est sur 1-2 zones bien localisées, sans aucun problème, on en fait très régulièrement d'ailleurs. C'est souvent une demande de gens qui ont peur d'anesthésie générale et qui sautent le pas quand elles savent qu'on peut le faire sans les endormir. J'avais déjà fait des chirurgies sous anesthésie locale sur des patientes qui entre-temps discutaient ou jouaient avec leur téléphone pendant qu'on travaille sans aucun problème. Super. Maintenant, il y a de vraies interventions plus lourdes, qui prennent comme une plastie abdominale, qui prennent plus de temps, qui sont vraiment entre guillemets une chirurgie importante où on est obligé de faire une anesthésie générale. L'anesthésie générale peut être aussi une source de confort pour un patient qui n'a pas envie de subir le stress d'un bloc opératoire, d'entendre le bruit d'un instrument. Y a de quoi. Ça peut être très confortable aussi. Il y en a qui demandent pour des toutes petites interventions de dormir. Oui, c'est plus reposant. Effectivement, on peut le comprendre. Je pense, tout à fait. Et alors, il y a des accros aussi du bistouri, ce qu'on appelle les accros du bistouri. Est-ce que le patient, vous demande au patient de faire une expertise, je dirais pas psychiatrique, mais psychologique au moins, pour savoir pourquoi elle veut franchir le cap? Dans un premier temps, il est évident qu'il faut une consultation de chirurgie esthétique avec le chirurgien longue, où on doit déceler l'origine de la demande, savoir si elle est justifiée ou pas,
peut être amené d'emblée à dire non, comme on peut être amené à demander une expertise psychologique, mais ce n'est pas systématique, non. D'accord. Une personne qui a une bosse sur le nez et qui veut l'enlever, on va pas lui dire d'aller voir le psychiatre ou oui, le bien psychologue. sûr. Mais s'il y a une personne qui malgré Oui, là, ça... on parle pas des acrobistories, je vous parle des premières consultations. Maintenant, en première consultation, j'ai souvent été amené à faire des diagnostics de maladies psychiatriques, de gens qui avaient des demandes qui étaient complètement exubérantes ou qui voyaient des défauts qui n'existaient pas. Et puis, ça va des trucs tout simples jusqu'à maladies graves comme la dysmorphophobie. Oui, tout à fait, voilà. C'est ça. Et là, bien sûr, qu'on demande un avis en psychiatrie, il faut être un peu prudent, il faut y aller doucement, expliquer au malade qu'on a besoin d'un papier, et puis si on l'a, bien sûr qu'il ne faut pas toucher au patient. Ouais, d'accord. Donc mieux vaut... C'est-à-dire, bon, quand même, vous faites attention. On est un peu formé pour ça, et puis des fois c'est évident. Et puis bien sûr qu'on peut passer à côté de personnes qui ont l'air tout à fait normales. Saine d'esprit, entre guillemets. Voilà, et puis qu'on découvre chaque fois qu'il y a un petit souci au bout de la deuxième ou troisième demande. Oui, exactement. Il y a un problème. Et puis, pour parler des accros, entre guillemets, à la chirurgie esthétique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, il y a des personnes qui ont un attrait énorme, qui ont beaucoup de demandes, qu'on peut considérer comme étant justifiées et satisfaire, comme on peut tomber sur des personnes qui exagèrent ou qui demandent beaucoup trop de choses en même temps, très vite, et puis là, il faut savoir dire non. Il faut savoir les arrêter. La santé, ça passe avant tout, il faut pas... Oui, surtout que si chaque fois, il y a des anesthésies... ça reste de la chirurgie. Oui, tout à fait. C'est pas anodin. Oui, tout à fait, même psychologiquement. Il faut qu'ils s'habituent à leur corps aussi. Exactement. Et puis il y a l'évolution du résultat d'une chirurgie. Il y a certaines chirurgies dont le résultat est immédiat. Il y en a d'autres qui évoluent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il y a des défauts qu'on peut corriger ou reprendre très rapidement, comme une petite cicatrice disgracieuse. Il y en a d'autres où il faut attendre que les tissus cicatrisent complètement. Il faut bien savoir expliquer à son malade qu'il faut attendre jusqu'à 1 an. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr. On réopère pas un nez au bout de 2 mois. Oui. Même si le patient n'est pas content. Tout à fait. Les tissus sont encore très inflammatoires. Il faut surtout pas y aller. Puis souvent, c'est un résultat qui est pas, même si selon le patient n'est pas satisfaisant, c'est un résultat auquel il peut se faire au bout d'un moment. D'accord. Il faut qu'il s'habitue à son nouveau corps ou à son nouveau visage. Tout à fait, oui, parce que c'est quand même une dépersonnalisation, de s'habituer à ça. Est-ce que vous avez des cas où des personnes rejettent cette chirurgie esthétique ? Personnellement, non. Mais j'ai entendu parler de cas chez des chirurgiens beaucoup plus âgés, expérimentés que moi, où des gens ont préféré revenir à ce qu'ils avaient avant. Oui, particulièrement, c'est un cas qui a été opéré par le docteur Kamel Chilzahar à Paris, et c'était un Algérien qui avait consulté pour une rhinoplastie, qui avait un vrai nez bossu de Kabyle de chez nous. D'accord, ok. Et qui, au bout d'un moment, a voulu le récupérer. C'est incroyable. Voilà, il disait que ça faisait partie de sa personnalité, les photos de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres, et qui se reconnaissait plus avec son nez tout petit, tout rikiki, qui faisait un peu trop européen à son goût. Et puis après avoir pris des avis de psychiatre à plusieurs reprises, le chirurgien était autorisé à lui regreffer une partie d'os qu'on avait dû récupérer sur son bassin pour lui remettre son nez, pour lui remettre une bosse. Il était tout content. Oui, il y a de quoi. Voilà. C'est pour ça, c'est de là qu'il faut bien exactement. Mais c'est pas évident. Même le malade ne savait pas qu'il allait être déçu. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, la question que je me pose, c'est ce que j'avais dit dans la présentation. Est-ce que vous pensez que, maintenant qu'il y a une demande, en Algérie, il y a une grande demande par rapport à une quinzaine d'années, est-ce que vous pensez qu'on peut rivaliser avec nos voisins ? Ou faire de la concurrence aux Tunisiens. De la concurrence, tout à fait. Tunisiens, même Marocains apparemment, même Marocains aussi. En fait, Et est-ce que l'Algérie peut devenir une destination touristique phare ? Vu qu'il y a les médecins, qui a... Oui, je pense et j'espère que oui. Il y a effectivement les compétences. On ne manque pas de médecins et de chirurgiens esthétiques compétents. C'est souvent d'ailleurs les mêmes qui opèrent dans de grands pays, en France, en Turquie, et en Algérie. On a les structures qui vont avec.
Les cliniques aujourd'hui sont vraiment aux standards internationaux. Il y a des cliniques qui sont très très bien équipées où on ne manque d'absolument rien. D'ailleurs, les règles en vigueur pour ouvrir une clinique aujourd'hui, il y a des cliniques à Paris que je connais qui pourraient pas ouvrir à Alger. On aurait fermé si on est entre guillemets plus royaliste que le roi. D'accord, ok. Et donc les prix sont très attractifs. On est 3-4 fois moins cher que la France, souvent 2 fois moins cher que la Tunisie ou que la Turquie. Et on commence à recevoir beaucoup de clientèle venant de l'étranger, mais souvent d'origine algérienne. C'est souvent des franco-algériens immigrés ou installés en France qui viennent se faire opérer parce que c'est moins cher, parce qu'ils sont chez eux, parce que ça leur permet de prendre leurs vacances en même temps, parce Tout que... à fait. Maintenant, pour ce qui est de recevoir une véritable clientèle étrangère, des franco-français ou d'autres nationalités, comme il se passe en Tunisie, on a encore besoin de l'aide des autorités algériennes en France. On a des problèmes de visa, on n'accorde pas les autorisations aux patients, on a encore des doutes quand un malade dit « je vais me faire opérer en Algérie », ça fait encore bizarre. C'est pas normal. On a même eu des malades refoulés à l'aéroport. Oh là, Oui. Mais il faut savoir que ça existe, que ça se fait, que chaque mois on en reçoit, qu'il y a des gens qui, par le biais d'Internet, des pages Facebook, des sites des cliniques, voient que les prestations, c'est souvent le même chirurgien qui les aurait opérés à Paris ou à Alger. Tout à fait. C'est juste que ça coûte 3-4 fois moins cher. Surtout, oui, Voilà. oui, ça c'est vrai. Billets, c'est vrai. hôtel compris, ça coûte beaucoup moins cher. Donc oui, c'est possible, mais il faut de la volonté, surtout des pouvoirs politiques. Il faut garder en tête que pour certains pays, c'est une source de devises non négligeable pour le mois, au minimum. Oui, sincèrement, Voilà. j'imagine. Hein. Et puis, bien, ça nous arrangerait. Nous, on aimerait bien qu'on nous aide un peu. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent des personnes qui peuvent avoir le visa, qui viennent de l'étranger, c'est-à-dire pas de Tunisie, de Maroc ou bien de Turquie, mais qui viennent réparer des dégâts qu'ils ont subis avec d'autres chirurgiens esthétiques dans d'autres pays. Oui, il arrive qu'on reprenne des malades venant de notre pays, hein, comme partout. En Tunisie, il y a de très bons chirurgiens, il y en a aussi des moyens et des mauvais. D'accord, oui. Et donc, donc il arrive qu'on reprenne des résultats, il arrive qu'on reprenne des déceptions chez des malades qui se sont permis difficilement de se faire opérer en Turquie. Ça leur a déjà coûté 3 ou 4 fois moins cher. S'il y a des choses à refaire, c'est plus dans leurs moyens. Et puis, c'est souvent des pays où on parle pas la langue, où on nous promet un traducteur, mais on le voit 5 minutes à l'aéroport, après c'est fini. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente qui devait se faire opérer à Alger. On lui a dit que c'était pas génial, c'était une simple liposuction. Alors que je fasse mes calculs sans vous donner de prix, ça lui a coûté 5 fois plus cher. Et on lui a promis, bien sûr, ça comprenait le billet d'avion, l'hôtel, le traducteur. Elle m'a dit, moi, le traducteur, je l'ai vu 5 minutes à l'aéroport. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôpital. J'ai été opéré le jour même. Après un bilan très rapide. Et puis, je pouvais ni dire j'ai mal, ni j'ai envie d'aller aux toilettes, ni j'ai faim, ni je peux pas manger. Il comprenait ni l'arabe, ni le peu de français qu'elle parlait. Et puis, elle m'a dit, au bout de 2-3 jours, je commençais à pleurer dans ma chambre. Quelqu'un est venu me chercher, on m'a mis dans un fauteuil roulant, parce qu'elle avait mal au ventre et à la tête. Elle m'a dit, je croyais que j'allais faire un scanner, et puis je me suis retrouvé dans un avion. Direction Alger. Oula, ouais. C'est terrible. Et bien sûr, c'est des malades qu'on est obligé après de prendre en charge. C'est pas évident de se faire opérer dans un pays où on ne parle pas. Là, l'avantage de la Tunisie, pour les Français en particulier, c'est que c'est un pays francophone. C'est un avantage qu'on a aussi. Tout à fait. C'est qu'on peut partager avec nos patients, qu'on peut les comprendre, les prendre en charge. Et c'est un avantage non négligeable. Le patient peut s'exprimer. De pouvoir parler à son médecin, de pouvoir... Moi, je me demande comment je pourrais communiquer, décider d'une indication, exactement, comprendre exactement ce qu'elle veut, si elle parle pas ma langue. Là, c'est vrai que c'est surréaliste quand même. On va partir en Turquie, à la limite, pour une greffe de cheveux, tu montres ta tête, ça va, mais pour autre chose, c'est pas évident. C'est plus compliqué. Oui. Pas évident, même avec un traducteur, c'est pas génial. Imagine, il traduit mal. Exactement, et puis j'ai pas ce que... Tout à fait, là, ça va être compliqué, là. Et tu ressors, non, j'ai jamais dit ça avant, t'es sûr? Si. C'est exactement ça, oui. Et justement, comment choisir, maintenant en parlant un petit peu des
des éventuels dégâts de certains médecins, enfin de certains chirurgiens esthétiques qui n'auraient pas d'expérience, comment on peut choisir sur quels critères peut-on choisir un bon chirurgien esthétique? Alors je vais vous donner, soit c'est le cursus universitaire, soit c'est l'expérience, soit c'est le prix. Le prix, à mon avis, le prix c'est une très mauvaise idée. En général, les meilleurs chirurgiens sont rarement les moins chers. Tout à fait. Je pense que personne ne vous conseillera un médecin mieux que son patient. C'est-à-dire, l'avis des patients est très important. La consultation chez un médecin, parler à quelqu'un, voir comment il vous écoute, comment il vous explique, comment on peut refuser des indications, vous les expliquez, vous pouvez venir avec une demande et puis ça peut ne pas être la bonne. C'est ça, on peut vous proposer autre chose à la place. Un médecin qui dit oui à tout et qui... Faut se méfier. qui parle pas beaucoup. Et puis c'est surtout les patients, à mon avis. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Entre collègues, on sait qui fait bien quoi. Et puis, il n'y a pas de très... La réputation. Exactement. Il y a des médecins qui font très bien quelque chose et un peu moins autre chose. Il y a des médecins qui sont à peu près moyens en tout. Il y en a. Donc, il n'y a pas mieux que le patient. Il faut mieux demander à ses malades. Oui. C'est le bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille. Est-ce que le cursus universitaire... bien sûr qu'il faut avoir ces diplômes. La chirurgie esthétique en Algérie, c'est particulier parce que la formation n'existait pas. Tous les chirurgiens esthétiques sont chirurgiens généralistes de formation. Pour certains, ils sont chirurgiens pédiatres ou même ORL ou gynécologues pour d'autres. Et puis on a fait une surspécialisation. Après, on s'est spécialisé. En chirurgie générale, on fait de la chirurgie plastique. On fait de la chirurgie plastique, on fait de la paroi, on fait la chirurgie du sein, donc c'est des choses qu'on a, la chirurgie de la paroi, on sait réparer une éventration, on sait réparer une hernie, sans problème. Et il faut aussi savoir qu'en Algérie, en ce moment, depuis 2 ou 3 ans, il y a des promos de chirurgiens plasticiens qui ne font que ça. Qui sont, exclusivement. Exactement, je crois qu'ils sortent de Douira et de la clinique Pasteur à Alger Centre, juste à côté. D'accord, très bien. Mais sinon, les chirurgiens esthétiques, c'est des chirurgiens, la plupart du temps, généralistes, qui se sont ensuite spécialisés dans la chirurgie esthétique. Oui. Donc voilà, donc il y a des critères. Et comme c'est mon cursus, je pense que c'est le mieux. Tout à fait. Voilà, à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Faire de la chirurgie en général, savoir opérer un sein de façon générale, faire une mastectomie, un cancer, un nodule, et après une prothèse, c'est rien du tout à côté. Oui, justement, oui. C'est vrai que personnellement, je pensais pas qu'il y avait des promotions. J'étais persuadée qu'on faisait... Ça a commencé, je crois ça a commencé il y a quelques années, et il y a les premiers reçus, les premiers chirurgiens plasticiens depuis 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, pas plus. Ah oui, donc c'est très récent. Non, très récent. Ça s'explique. Oui, c'est très récent. Ça s'explique. Effectivement, ça s'explique. On a beaucoup parlé de la chirurgie chez les femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la chirurgie chez les hommes? Bien sûr. Alors, une des plus importantes demandes de l'homme en chirurgie en médecine esthétique, c'est la greffe capillaire, c'est la greffe de cheveux. On a aussi des chirurgies qui sont communes aux deux, comme la rhinoplastie, la chirurgie des oreilles et des paupières. L'homme est moins demandeur de chirurgie de rajeunissement que la femme. Chez l'homme jeune, c'est la liposuction qui vient en premier. Oui, mais justement, les taille, fameux poignées d'amour. Exactement, le petit ventre. Donc c'est la demande numéro 1 en chirurgie du corps et de la silhouette. On a aussi de la demande en ce qui concerne la gynécomastie, c'est-à-dire le développement un peu anormal de la partie des seins chez l'homme, des pectoraux qui ressemblent plus à des seins. Alors ça peut être de nature différente, ça peut être des maladies endocrinologiques, ça peut être un surdéveloppement de la glande mammaire qui existe aussi chez l'homme qui est censé être toute petite, et puis ça peut être juste de la graisse, ça s'appelle une lipomastie, ça peut être un développement anormal de la graisse à cet endroit-ci. En fait, avec l'obésité, on développe de la graisse intra-abdominale qui va aromatiser la testostérone, qui est une hormone masculine, et la transformer en hormone féminine, en oestrogène, qui va donner des caractéristiques féminines à l'homme. Les fameux poignées d'amour dont on parlait,
et la gynécomastie, des développements de la graisse au niveau des pectoraux qui donnent des... Et quand c'est des cas comme ça, mais quand c'est des cas, c'est médical, ça, c'est limite médical. Si c'est de l'obésité, oui, on peut le considérer comme étant médical. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Absolument pas. Pour vous dire les choses clairement, même si vous avez un cancer du sein, c'est pas remboursé dans le privé. Ouais. Donc on a oui. La CNAS ne joue absolument pas le jeu. Rien n'est remboursé dans le privé en général, pas dans la chirurgie esthétique. Hein. Rien n'est remboursé. Même quand c'est des indications médicales, même quand pour une femme une réduction mammaire est opérée pour réduire des douleurs cervicales, un inconfort manifeste, même si c'est des gigantomasties, c'est absolument pas remboursé. Ou alors de façon ridicule, c'est quelques centaines de dinars ou quelques milliers de dinars si vraiment on fait la demande. Oui, si vraiment ils font un geste. Voilà. Mais il faut faire la demande, il faut de la paperasse, il faut... faut pas... Voilà, si mes souvenirs sont bons, une consultation c'est remboursé 100 dinars, un scanner 150 dinars, une IRM 200 dinars. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ça c'est limite humiliant. Quoi. Voilà. Alors que les gens cotisent une bonne partie de leur salaire pour... D'accord. Mais ça, on parle pas de chirurgie esthétique. Hein. Je vous parle de radio, de consultation en général. Tout à fait, non, la CNAS ne joue absolument pas le jeu, sauf pour ce qui est des dialyses, des hémodialyses et de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie interventionnelle où c'est effectivement pris en charge par... C'est-à-dire vraiment les pathologies bien spécifiques. Ouais. Il y a eu un projet de prise en charge des cancéreux en Algérie pour la chimio, la radiothérapie, mais ça n'a absolument pas abouti. En théorie, ça n'a pas abouti. Non, c'est pas pris en charge du tout. Ah oui. Hein. Non, c'est pas pris en charge. Donc déjà si des maladies aussi graves sont prises en charge. Donc on parle pas de chirurgie esthétique. Ouais, c'est indécent. Dans d'autres pays, la chirurgie esthétique n'est prise en charge que dans certains cas particuliers. En l'occurrence, les réductions mammaires quand il y a un retentissement fonctionnel important. Et il y a des critères à partir d'un certain poids, 300 grammes par côté, si mes souvenirs sont bons, c'est remboursé par la sécurité sociale. Oui, il y a un suivi, Oui, bien sûr. Mais sinon, la chirurgie esthétique n'est prise en charge nulle part. D'accord, ok. Bon à savoir. L'homme est aussi demandeur de chirurgie intime. On peut faire des pénoplasties chez des gens qui ont soit des pathologies, ce qu'on appelle des micro-pénis, où on peut être amené à leur faire gagner quelques centimètres en longueur et en largeur, ou alors juste pour leur confort, certaines fois, ou pour régler des problèmes de complexes, ou on peut retomber sur des complexes qui sont vraiment dans la tête et qui seront... Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que... Oui. Qui sont difficilement récupérés par une chirurgie. Mais un centimètre, ça peut être très important. Hein, ça peut changer une vie chez un homme, dans la tête. Tout à fait. Donc c'est pour ça que... en fait, c'est ça les plus... Chez l'homme, les cheveux, la liposuction, des poignées d'amour et les gynécomasties, et puis la chirurgie intime. D'accord. Et est-ce qu'ils ont le même rapport que la femme par rapport à la chirurgie esthétique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez senti Non, pas le même rapport. Le dire ou bien au absolument pas. Absolument pas, hein. Voilà, exactement. L'homme est beaucoup plus discret, c'est-à-dire que le peu de femmes qui se montrent, qui sont fières de leur chirurgie, de leur nouveau-né ou de leur nouveau visage, on voit pas ça chez l'homme. D'accord. Pas trop, pas du tout, à mon avis. Enfin, peut-être c'est culturel. Voilà, j'ai pas de souvenir d'un homme qui Ouais, dise moi j'ai fait une greffe de cheveux, c'est pas les biens. En général, on se cache, on part. Non, déjà ça se voit. Voilà. Déjà ça se voit, mais bon, on va dire j'ai utilisé un shampoing. Il fait semblant. Miracle. Exactement. Un shampoing miracle qui a fait ça. D'accord, très bien. Et par rapport aux tarifs, on va pas vous demander de nous donner les vous tarifs. Pouvez, hein, moi. Non, mais par exemple, ça varie. Une liposuction varie entre de combien à combien? À la clinique où j'exerce, une liposuction commence à 180 000 dinars par zone. C'est-à-dire que si on fait un ventre, par exemple, c'est 18 millions. Et après, si c'est fait en même temps, c'est 40 000 dinars par zone supplémentaire. Un tour de taille reviendrait à 220 000 dinars, pour vous donner un ordre de... Donc c'est à partir de... Et ça peut aller, si les personnes... En fonction des zones à aspirer, on peut en faire 3, 4 ou... Et par rapport à la rhinoplastie? La rhinoplastie, c'est aussi 180 000 dinars. Ou 200 000, je crois que ça a augmenté un peu. Je crois que c'est 200 000 dinars maintenant. Et la greffe des cheveux, parce que c'est très tendance. La greffe de cheveux à la clinique, c'est en fonction du nombre de greffons qu'en place.
Et ça commence, si mes souvenirs sont bons, puisque c'est pas moi qui s'en occupe, à 250 000 dinars, je crois. Ah oui, quand même. Pour 1000 ou 1000. Déjà ici, c'est pas donné. Alors j'imagine de l'autre côté de la Méditerranée, entre guillemets, d'autres pays. Pour vous donner un ordre d'idée, à Paris, une liposuction qui coûterait ici dans les 800-900 euros coûte à peu près 3-4 000 euros. En France. Oui. Voilà, je parle de cliniques que je connais, une greffe de cheveux. En France, d'ailleurs, quand c'est des équipes françaises qui le font ici, c'est à peu près 2 fois plus cher. C'est-à-dire, en fait, à l'étranger, il faut être riche pour... Maintenant, en Pas Algérie... spécialement, ça reste relativement abordable par rapport au niveau de vie en France. 4 000 euros. 4 000 euros, c'est 2 ou 3 SMIC. Oui, en même temps, oui. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Ça reste quand même plus proche c'est un beau cadeau qu'on se fait. Tout à fait. Voilà, c'est le prix d'une petite voiture d'occasion, d'un beau bijou. Oui, c'est vrai. Voilà. Comme quoi, c'est vrai qu'en Algérie, ça relativement revient... au salaire, c'est plus cher. Mais de façon brute, si on doit comparer les prix, oui, il vaut mieux se faire opérer à Alger qu'à Paris. Oui, bien sûr, il n'y a pas photo, tout à fait. C'est-à-dire, si on a un bon salaire, on a une bonne situation, entre guillemets, surtout que maintenant, les femmes, elles travaillent. Exactement. Elles travaillent, donc surtout dans des multinationales. Vous seriez étonné de voir le panel de classes socio-économiques qu'on peut voir dans la journée. Vraiment, je crois qu'il y a de tout. Une femme peut vendre un bijou pour se faire refaire les seins. Une femme peut vendre... Oui, ça... C'est pas que des femmes riches. Ou que des hommes riches. Parce que c'est vrai qu'on a... C'est pour ça que je voulais vous parler des tarifs. Oui, on a des enseignantes dans le public, des maîtresses au primaire, on a des... Oui, comme quoi, les mentalités sont en train de se... Exactement, des femmes de salle, des femmes qui gagnent pas très bien leur vie, des femmes au foyer, Et puis, bien sûr, des chefs d'entreprise, des entrepreneuses. Oui, c'est vrai, c'est ça, en fait, c'est ça les profils. Et il n'y a pas de profil particulier. Et par rapport à l'âge des étudiantes. Ah oui, hein. Oui, de tout, des gens qui sont c'est pas avec c'est pas avec l'argent de la bourse qu'ils font. Elles sont en général prises en charge par leurs parents quand elles sont très jeunes. Oui, mais... ça commence à partir de quel âge? Il vaut mieux que ce soit fait à l'âge adulte, mais ça dépend des pathologies. Les oreilles ne sont opérées qu'à partir de 7-8 ans, le nez à partir de 17-18 ans, et puis les liposuctions en général de jeunes adultes, mais dans des cas très particuliers. Moi, j'ai déjà travaillé sur un enfant de 11 ans, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, d'accord, bon, c'est dans un cas... Avec une gynécomastie qui le complexait énormément. Il y avait pratiquement des seins de jeunes filles à 11 ans, mais... Oui. Il a réglé ça en un après-midi. Ah bah super. Ça a changé sa vie. Il y a de quoi, surtout à 11 ans, c'est la préadolescence. Voilà, la chirurgie esthétique, dans beaucoup de cas, peut vraiment changer la vie. Oui, la posture des patientes, quand on les voit rentrer avant et après, elles se tiennent plus debout de la même façon, elles s'habillent plus de la même façon. Oui, quelque chose qui s'est développé oui, quand on est complexé, moi je vais vous citer le cas d'une jeune fille de 15 ans, que j'ai revue hier d'ailleurs, qui avait une gigantomastie, c'est-à-dire qu'il y avait des seins très surdéveloppés, et qui était tellement complexée, qui était tellement harcelée par ses camarades, qu'elle a dû quitter l'école. Oula. Et elle sortait pas dans la rue, en consultation, elle avait toujours la tête qui regardait par terre, elle était habillée tout le temps en noir ou en gris, elle mettait les épaules en avant, les bras en avant pour cacher sa poitrine. Une fois opérée, réduction mammaire faite, elle reprend, elle est plus mince, elle a l'air plus grande, elle se tient debout convenablement, elle porte des couleurs, elle est en bleu, elle est en vert, elle est en rose, et quand elle marche, elle met bien sa poitrine en avant comme une femme, comme une jeune fille de son âge. Elle est beaucoup plus souriante, elle est beaucoup plus... C'est comme quoi c'est des cas. Oui, bien sûr. Le jeune garçon qui s'habillait toujours très large parce qu'on pouvait voir une petite poitrine sous son t-shirt à 10-11 ans, c'est déjà très très complexant. Hein. C'était quelqu'un de très grand et de très fort pour son âge, donc il se laissait pas faire. J'imagine que c'était pas facile de rigoler quand il était là, mais il sentait bien la moquerie, il sentait bien, il s'habille différemment, il sort plus facilement, j'ai reçu des gens qui m'ont dit ça fait 10-12 ans que j'ai pas nagé. Que j'ai pas enlevé un t-shirt, je peux pas aller à la plage parce que ce corps me complexe, parce que... En tout cas, merci beaucoup.
Merci, Avec plaisir, Sarah, avec plaisir. pour toutes ces informations. Avec plaisir. C'était très très enrichissant de connaître ce domaine un petit peu fermé, on va dire. Merci beaucoup, Yatek Sarah. J'espère qu'il va s'ouvrir de plus en plus. Inch'Allah, et pourra aider de plus en plus de personnes. Inch'Allah, merci beaucoup. Je voudrais savoir où est-ce que les auditeurs et téléspectateurs voudraient connaître l'adresse de votre clinique. Alors moi j'exerce à la clinique Bir Morad Raïs qui est à Saïd Hamdine, juste à côté du tribunal. Elle s'appelle Bir Morad Raïs. La clinique Bir Morad Raïs. Voilà, mais là Saïd Hamdine. Ah ça, oui, d'accord. Voilà, juste à côté du tribunal en fait. Facebook. La clinique est sur Facebook et puis j'y suis aussi. Moi, j'ai une page sur Facebook, c'est Dr Lamine Bouzid. Parfait. Pas compliqué. Parfait, c'est très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et puis à une prochaine fois, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Retrouvez notre émission sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, sur SoundCloud et sur radio-m.net. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.